J'aimerais quand même souligner un élément important qui conditionne l'actualité, à savoir les casses qui se produisent à Abidjan. J'avoue que pour l'ancien directeur général du BNED que je suis, quand je vois ça, ça me fait très mal parce que j'ai l'impression que nous avons un gouvernement qui est en guerre contre la population. C'est-à-dire que la guerre déclenchée contre la Côte d'Ivoire continue jusqu'aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il existe des méthodes, des procédures, des règles du jeu, et on met tout ça là de côté pour s'attaquer frontalement à une population qui vit tranquillement dans sa maison. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne respecte aucune science. Je dis bien aucune science. Ils ont baptisé leur opération d'aménagement de quartiers restructurés. Dans le domaine de l'urbanisme, chaque mot a son importance. Chaque mot a un sens et chaque mot procède d'une science. Quand on aménage, parce qu'il y a plusieurs opérations possibles, il y a ce qu'on peut appeler l'aménagement urbain, ce qu'on peut appeler la restructuration urbaine, et il y a ce qu'on peut appeler la rénovation urbaine. Mais rien de tout ce que je viens de dire là ne peut se faire sans l'accord préalable de la population cible. Rien dans ce domaine-là ne se fait en dehors d'eux. Et donc c'est pour cela tous les grands projets, et c'est une norme internationale, aucun projet ne peut se réaliser sans une étude d'impact environnemental qui procède de la participation des concernés à une opération de développement. S'il s'agit d'un aménagement, il s'agit tout simplement d'ouvrir de la voirie, de l'assainissement, de l'électricité, de l'eau, si c'est un quartier intelligent, des fibres optiques, mais aussi des équipements collectifs, des équipements sociaux, des équipements administratifs et des équipements sécuritaires. Tous ces éléments-là font partie d'un document de planification qui est accepté par la population. Et ceux qui doivent perdre leur logement sont indemnisés avec leur accord, après avoir négocié la juste compensation de la perte de leurs biens. Et c'est une fois que ceci est fait qu'on peut procéder aux casses. Mais nous assistons là à une guerre qui est déclarée contre la population de Côte d'Ivoire. On nous dit que c'est parce que quand il pleut, eh bien, il y a des zones sensibles et il y a des zones inondables. Donc, en prévention de cela, eh bien, il faut casser les maisons qui sont dans les zones sensibles. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument parce que les zones sensibles dont on parle sont liées au développement de la ville d'Abidjan. La ville d'Abidjan souffre d'un mal développement. Les quartiers précaires en 2000, il y avait à peu près une centaine. Aujourd'hui, on est à près de 176. Ce qui veut dire qu'en moins de 10 ans, les quartiers précaires ou les quartiers restructurés ou les quartiers mal construits ont pratiquement doublé.
cela est lié à un seul phénomène, c'est de l'urbanisme non maîtrisé. Sauvage. Et donc, voilà un État qui endette sa population avec un montant de la dette qui atteint à peu près 25 000 milliards aujourd'hui de francs CFA, dont on ne voit pas trop à quoi ces 25 000 milliards ont servi. Puisque les routes, les ponts qu'on nous présente, j'ai lu tout dernièrement la déclaration du ministre des Infrastructures, lui-même il dit que de 2011 jusqu'à aujourd'hui, le total des investissements fait 3 000 milliards, face à un endettement de 25 000 milliards. C'est-à-dire à peu près 15% de tout ce montant-là. Donc voilà la réalité. Mais lorsque vous allez demander où sont passés les 25 000 milliards, on va nous dire non, on a construit des routes, on a construit des ponts. Mais eux-mêmes, ils disent que tout l'investissement dans ce secteur-là n'a pas dépassé 3 000 milliards. Voilà la réalité. Et donc, si on vous envoie, on vous donne 10 000 francs CFA, on dit allez-y me trouver, m'acheter du pain, que vous venez avec une baguette de pain. Si je suis un ignorant, c'est-à-dire je ne connais pas le prix des pains, je vais vous féliciter. Vous avez bien travaillé, j'ai demandé du pain, vous m'avez envoyé du pain. Mais si je connais le prix d'une baguette de pain, je vais dire, camarade, où est ma monnaie? Qu'est-ce que tu en as fait? C'est cette question-là qu'on doit poser à notre gouvernement actuel. À quoi ont servi les 25 000 milliards de francs CFA qui plombent l'avenir de toute une population, de tout un pays pour l'avenir? Et la question de la dette, c'est vrai, on peut dire qu'aucun pays ne peut se développer sans endettement, mais la meilleure dette, c'est celle qui permet de générer suffisamment de revenus pour rembourser cette dette-là. Lorsque vous empruntez de l'argent et que vous dépensez et que ça ne crée pas de la richesse pour rembourser cette dette, c'est que vous avez fait un mauvais investissement. Et en Côte d'Ivoire, on peut parler de mauvais investissement. Parce que la dette actuelle se finance par d'autres dettes. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans un cycle sans fin d'endettement, dans la mesure où, lorsque les échéances arrivent, ce n'est pas l'investissement que vous avez fait qui génère des ressources pour rembourser la dette, mais il faut aller emprunter encore une dette pour venir rembourser la dette en cours. Mais comme il n'y a pas de débat démocratique, comme depuis 2011, eh bien, tout le combat que le Front populaire ivoirien en son temps a mené pour arriver au multipartisme, eh bien, tout ce combat-là a été mis à l'eau. Les libertés démocratiques, on connaît leur sort. La justice sociale, on connaît leur sort. Et nous sommes arrivés vraiment au stade le plus inférieur de la démocratie et au stade le plus caricatural de la démocratie, c'est que nous sommes dans un gouvernement du RHDP, par le RHDP, pour le RHDP, à l'exclusion de tous les autres citoyens du pays, qui sont soit désœuvrés, parce que l'administration et le secteur privé appartiennent au parti au pouvoir,
Ils ont même trouvé un concept assez élégant des tabourets pour dire, tant que vous ne faites pas allégeance au parti au pouvoir, eh bien vous n'avez même pas le droit de vous asseoir sur un tabouret en Côte d'Ivoire. Voilà le sens qu'ils ont donné à la gestion d'un État qui a une constitution et qui proclame l'égalité de tous devant l'administration, l'égalité des chances, toutes les égalités pour tous les citoyens. Mais ils font comme si cette constitution-là n'existe pas du tout. Et ils proclament haut et fort qu'ils font du rattrapage ethnique, qu'ils font une politique de tabouret, sans que cela ne gêne quoi que ce soit, parce qu'ils ont cassé tous les contre-pouvoirs de la République. Voilà pourquoi actuellement la bataille que nous devons mener, c'est la bataille pour la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce que nous devons retenir aussi, c'est que ce concept de démocratie, dont le contenu, évidemment, dépend des circonstances, des contextes, ce n'est pas un acquis. C'est-à-dire, vous pouvez conquérir la démocratie et vous pouvez aussi la perdre. Et l'exemple le plus frappant, c'est le cas français. La révolution a eu lieu en 1789 pour proclamer toutes les libertés, pour proclamer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les révolutionnaires même y ont perdu leur vie. Et la France a connu à peu près 3 restaurations monarchiques, avec des empires, des guerres, et ils sont arrivés à la 5e République. C'est pour dire que la conquête de la démocratie, c'est une conquête permanente. Les droits démocratiques sont des droits qui sont des conquêtes permanentes. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons tous que lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, c'était pour passer du multipartisme à la démocratie. Et comme il le disait lui-même, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. C'était ça l'expression la plus achevée de la démocratie. Et dans tous les secteurs, il avait commencé à rendre le pouvoir au peuple, en commençant par sa partie la plus importante, c'est-à-dire le peuple paysan. Et donc, toute la politique de restructuration de la filière agricole avait un seul objectif, rendre le pouvoir aux paysans. Pour qu'on passe du concept de paysan au concept de fermier et d'entrepreneur agro-industriel. C'était ça la vision stratégique de Laurent Gbagbo. Cette vision-là, parfois, n'arrangeait pas, parce que tout système, il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants de ce système, c'était les paysans, et les perdants, c'était tous ceux qui, lorsque le paysan avait fini de produire, venaient acheter à vil prix pour mettre dans des sacs, dans des bateaux, pour aller vendre à l'extérieur. C'est ceux-là qui gagnaient de l'argent. Et les paysans ne gagnaient pas de l'argent. L'objectif, c'était de permettre aux paysans d'être producteurs et vendeurs, aussi bien en interne qu'à l'international, de leurs propres produits, pour augmenter leurs revenus. Et personne ne peut nier ici comment est-ce que les revenus des paysans
ont augmenté sous Laurent Gbagbo. Tout simplement parce que les marges sont importantes. Le cacao Bord-Champ qui se paye, prenons un chiffre quelconque, à 1000 francs, se vend sur le marché international au double du prix auquel on achète le paysan. Ça veut dire que celui qui n'a rien fait, et ils sont pratiquement 5-6 grosses entreprises étrangères, hein. C'est-à-dire eux, ils ne produisent pas, ils n'ont rien à voir avec les serpents, les scorpions, les insectes, ils n'ont rien à voir avec tout ça là. Ils sont assis dans leur bureau et le paysan qui travaille 12 mois sur 12 pour sortir son cacao de la brousse, ce paysan-là, qui n'a même pas de retraite, eh bien, gagne moins que 5 messieurs qui, parfois, s'organisent pour venir ramasser le cacao et puis aller vendre à l'extérieur. Donc, imaginez-vous un peu la marge qu'ils empochent. On sait que nous produisons à peu près 2 millions de tonnes par an. Donc, ça veut dire quoi? Si sur le marché international, ça fait 2000 francs CFA, ça veut dire que ces messieurs empochent la moitié de 2 millions de tonnes. Bon, évidemment, il faut convertir en kilos, de 2 milliards de kilos. En multipliant ça par 2000, ben, vous voyez un peu, ça fait à peu près 4000 milliards de francs CFA par an et la moitié revient à 5 entreprises qui les empochent et qui en font ce qu'ils veulent et qui narguent la population comme ils veulent. Voilà la réalité. Et donc, en voulant remettre la filière café-cacao aux paysans, c'était pour rendre justice aux producteurs qui devenaient en même temps les commerçants et donc qui prenaient toute la marge qu'il fallait, déduction faite des frais de transport, d'assurance, etc. Et qui, parfois, pouvaient utiliser la différence pour transformer la fève de cacao en chocolat. Et le programme était très clair. Dans toute la Côte d'Ivoire, il avait été prévu 6 grandes zones de transformation du cacao et du café par les paysans eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui ont fait le programme. C'est eux-mêmes qui ont établi le programme. Voilà comment, 2 ans après ce fameux programme, eh bien, ceux qui étaient les perdants ont financé une rébellion et ils ont mis la Côte d'Ivoire à genoux. Et si vous remarquez bien, les accords de Marcoussis, les différents ministères clés qui s'occupaient et de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, c'est ceux-là qu'on a arrachés au pouvoir. Voilà. Le ministre de l'Agriculture n'était plus du FPI, le ministre de l'Industrie n'était plus du FPI, et le Premier ministre même, qui est président du comité du café et du cacao, n'était plus FPI. Dans ces conditions, notre politique ne pouvait plus être mise en œuvre. Voilà la réalité de notre gouvernance. Pour vous dire tout simplement que le PPACI, j'aimerais quand même... Vous venez d'écouter le ministre Sawa Dolmelo sans pitié pour le RIDP. Il a parlé du taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Et quand il nous faisait cette vidéo-là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, les faits sont têtus et les faits sont là. Les inondations sont de partout. Aujourd'hui, quand il pleut, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est inondée. Toute la Côte d'Ivoire est inondée. Et pourtant, il demandait 5 ans. Un mandat de 5 ans pour redresser tous les problèmes qu'il y avait. Il a 15 ans, il a eu 15 ans. Et en 15 années, nous n'avons toujours pas les solutions favorables. Le peuple continue à souffrir et l'endettement est de trop. C'est pourquoi j'ai demandé la dernière fois où passe l'argent des Ivoiriens de manière réelle. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement riche. Un pays où on découvre tous les jours des richesses. Je l'ai dit. Où on découvre tous les jours du pétrole. Où on découvre tous les jours du diamant brut.
On découvre tous les jours, n'est-ce pas, de l'or. On découvre tellement de choses, mais Alassane Ouattara nous fait comprendre qu'il est en train de développer le pays sous endettement. Et donc la question que je me pose est de savoir comment on développe un pays sous endettement avec autant de richesses. Ce n'est pas normal. Il faut régler ce problème. Et pour ça, c'est Ouattara et ceux qui sont au pouvoir. Laissez le président Laurent Gbagbo arriver au pouvoir. Il a un plan de souveraineté pour vous. Un plan de développement structurel pour vous. Il veut faire que l'argent circule en Côte d'Ivoire. Oui, que l'argent quitte de poche en poche. Car c'est quand l'argent quitte de poche en poche que les populations se sentent aisées. Que les populations se sentent épanouies. Que les populations n'ont pas un problème aussi en alimentation. Le président veut une économie souveraine. Il ne veut pas dépendre des bailleurs de fonds. Il a une politique, il a un projet et il a un plan. Ne comptez pas sur l'adversaire pour nous aider. Ne comptons pas sur, n'est-ce pas, l'aide de l'Occident, l'aide des impérialistes pour pouvoir nous aider. Parce que ceux-ci ne vont pas nous aider. Ils vont aider leurs meilleurs élèves. Et leur meilleur élève, c'est Alassane Ouattara. À un moment donné, on pensait naïvement que Tidjane Tcham était un élève de la France. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs à 200% que Tidjane Tcham est utilisé par la France pour que M. Ouattara se maintienne au pouvoir. Quand on parle d'utiliser, ce n'est pas avec son accord. Lui-même, Tidjane Tcham, il pense qu'il a le soutien de la France-Afrique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ne vont jamais changer Alassane Ouattara. Et pourtant, Tidjane Tcham, c'est un opposant digne. C'est un opposant puissant. C'est un opposant compétitif. C'est un opposant qui peut faire tomber Alassane Ouattara sans l'aide d'une nation, sans l'aide d'une puissance. Il est aimé. S'il vaut les élections avec Alassane Ouattara, il bat Ouattara. Ça, c'est même pas un débat. Mais la France veut l'utiliser en disant, nous allons t'aider, nous allons te soutenir, nous sommes de ton côté. Ils ne sont pas de son côté. Ils sont du côté d'Alassane Ouattara. S'ils étaient de son côté, Alassane Ouattara aurait déjà pris les discours, trouvé des solutions. Mais là, non. Il veut se maintenir au pouvoir pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 35 ans. Comme l'a fait le président Félix Houphouët-Boigny. Comme le fait aujourd'hui M. Paul Biya au Cameroun. Et comme le fait M. Sassou Nguesso et Théodore Obiang Nguema en Guinée. Tous ces dictateurs-là, dans la team, on ne donne aucun crédit à ceux-ci.